Bienvenue sur Être Soi. Donc, je suis Corinne Merlot, psychopraticienne, thérapeute holistique depuis une quinzaine d'années et la fondatrice donc de Être Soi, la première plateforme en ligne à La Réunion de développement personnel. Je lance ce soir officiellement les lives Être Soi. Donc, je suis très contente de lancer ces lives. Nous recevrons chaque semaine un invité pour une thématique. Et ce soir, pour ce premier live, j'ai le plaisir, l'honneur donc de recevoir Yannick Vérité, fondateur de la bioénergie quantique, auteur, formateur, conférencier. Depuis, je pense, 15-20 ans, si je ne me trompe pas, tu as accompagné des dizaines de milliers de personnes à changer, à se libérer, à se transformer, à s'épanouir, grâce donc à tous les outils que tu proposes. Donc, bonsoir Yannick, merci d'avoir accepté Bonsoir cette Corinne. invitation. C'est un grand plaisir, un immense plaisir d'être là avec toi par le biais de la technique, même si on a 2 heures de décalage, ce qui est peu. Voilà. Donc bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et bonjour à la réunion que j'affectionne particulièrement. Alors, le thème de ce soir, c'est révèle ta puissance et matérialise une vie sans limite. Nous allons donc parler ensemble de bioénergie quantique, d'énergie, de fréquence, de loi universelle et plein d'autres choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, Yannick, nous dire qui tu es, Bien sûr. Ton parcours un peu? Tout à fait. À la base, moi, je suis kiné, donc j'ai été diplômé de kinésithérapie à l'âge de 21 ans. Je suis donc parti dans le soin et je trouvais pas, je dirais, la dimension qui me convenait, bien que je savais pas exactement ce qu'il en était à l'âge de 21 ans. Donc, je suis passé par l'ostéopathie et ça m'a amené comme ça. Je pressentais que quand les gens venaient me voir pour un problème physique, il y avait autre chose derrière, en fait. Il y avait toute une dimension psychologique qu'on n'avait pas abordée en kinésie, qu'on n'avait pas abordée en ostéo. Donc, je suis allé me former en kinésiologie, en naturopathie, en technique énergétique, pour faire au final une synthèse de tout ça. Et j'ai créé la bioénergie quantique, puisque quand je me suis intéressé donc à la thérapie quantique et à la physique quantique, je me suis dit, mais waouh, elle est là la clé. C'est-à-dire qu'il faut changer l'information qui est dissonante à chacun, c'est-à-dire changer les vieux programmes, mais non pas en travaillant pendant des années en psychanalyse, parce que maintenant, dans l'ère du Verseau, les choses sont beaucoup plus rapides. On n'a pas forcément besoin de traîner comme ça pendant 20 ans en psychanalyse. On peut opérer des changements très rapidement. Et donc, j'ai créé cette bioénergie quantique et je forme maintenant des praticiens qui s'essaiment un peu de partout. Hein. Il y en a qui vont être en Russie, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Voilà. Et donc, elle se répand comme ça, tranquillement, cette bioénergie quantique. Alors, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet effectivement d'aller cibler directement quel est ou quels sont les programmes qui sont, je dirais, obsolètes pour que la personne puisse fonctionner, je dirais, avec son plein potentiel. Ces programmes, c'est quoi? C'est ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu, ce dont on a hérité, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas forcément conscient. Et ce sont toutes ces mémoires, ces habitudes, ces pensées négatives, ces croyances qui font que on va vouloir atteindre un but et tout ce qui se joue, je dirais, derrière le rideau, un peu comme une pièce de théâtre dont on n'est pas conscient de toute la machinerie qu'il y a derrière, on est conscient juste de ce qui se joue devant le rideau, eh bien, toute cette machinerie, toutes ces mémoires limitantes vont nous freiner ou vont carrément nous bloquer pour pouvoir atteindre notre but. Et ce qui m'a intéressé, moi, donc à cet aspect-là, c'est que moi-même, j'ai été bloqué pendant de longues années dans le fait de vouloir atteindre certains objectifs. J'avais ce qu'on appelle le plafond de verre. Je sentais vraiment que je pouvais faire quelque chose, que j'étais appelé vers quelque chose, mais il y avait des freins. Alors les freins, c'était les peurs, bien entendu, le fameux syndrome de l'imposteur, hein, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur que ça soit pas parfait, le travail que j'allais donc partager.
Mais ça ne se limitait pas qu'à ça. Et donc, j'ai fait toute une recherche et je me suis aperçu qu'effectivement, même si je n'en avais plus conscience, j'avais été conditionné, enfant, par des phrases comme ça, des phrases, je dirais, indirectes. Par exemple, ma mère avait monté son entreprise sur le tard et elle répétait souvent que pour pouvoir, je dirais, travailler tranquillement sans attirer la jalousie, il fallait rester petit, par exemple. Mais moi, quand je voulais atteindre mes objectifs, je ne m'en souvenais pas de ça. Je m'en souvenais absolument pas, ce n'était pas du tout conscient. Et c'est en allant rechercher ces informations comme ça que je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait des jalons qui avaient été posés et qui faisaient qu'on obéissait à ces injonctions inconscientes et non pas forcément à ce qu'on voulait. Ça a été la première chose. La deuxième, ça a été de constater que mentalement, on voulait atteindre quelque chose, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif au niveau de notre mental, d'accord? Mais que si nos émotions ne sont pas en adéquation avec cet objectif-là, eh bien, ça va constituer un frein aussi. Il y a un institut aux États-Unis, l'institut, je vais le dire en anglais, c'est Earth Math, donc les mathématiques du cœur, qui a effectivement découvert que le champ électromagnétique du cœur était 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ça veut dire que si je pose une intention, par exemple, de vivre l'abondance, de vivre l'amour, mais qu'à l'intérieur de moi, il y a effectivement un programme, je dirais, limitant qui est j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur que si je vis cette abondance, je me sente rejeté par les miens. Je vais pulser cette peur et cette peur va être bien plus forte que l'objectif que j'ai posé mentalement de vivre une belle relation ou de vivre l'abondance, par exemple. Ça a été ma deuxième découverte. Mais ça remonte, je dirais, à 20 ans en arrière, ça. Hein puisque moi, je suis praticien depuis 30 ans et j'ai monté mon école, ça va faire à peu près 5-6 ans, mais ça fait bien plus que je donne des séminaires, etc. Et l'autre découverte que j'ai eue, ça a été qu'on voulait atteindre des choses, des objectifs, mais sur base du manque, en fait. Et qu'on se fixait sur nos manques en se disant, tiens, voilà, moi j'ai envie d'avoir tel travail parce que mon travail ne me convient plus. Et donc, on va fixer un objectif sur base du manque que l'on ressent, sur base de la frustration que l'on ressent. Et c'est pareil pour quand on veut effectivement vivre une relation amoureuse, vivre l'abondance, vivre certaines choses. Eh bien, c'est toujours basé sur l'idée qu'il nous manque quelque chose. Tu es toujours là parce que moi je ne te vois plus. Oui, oui, je t'ai mis en vedette, okay. Donc on ne voit ça que marche. toi. Oh là là, je suis in the vedette, in the star. Et donc, ce constat de voir qu'on veut créer à partir du manque, eh bien, c'est une illusion. Et c'est pour ça que je fais ces séminaires, donc Révèle ta puissance, pour mettre à jour toutes les illusions que l'ego nous fait croire, en fait. Parce qu'il nous semble que pour être heureux, il nous manque toujours quelque chose. Il nous semble toujours que pour atteindre le bonheur, il nous manque quelque chose. Quand j'aurai un meilleur travail, je serai plus heureux. Quand j'aurai plus d'argent sur mon compte en banque, je serai plus heureux. Quand j'aurai rencontré la bonne personne pour partager ma vie, je serai plus heureux. Quand mes enfants auront une bonne situation, je serai plus heureux. Et puis, on peut en trouver comme ça. Et donc, c'est toujours basé sur une histoire de manque. Or, la physique quantique nous a appris que, effectivement, on se mettait en relation, on se mettait en syntonisation avec une matérialité qui vibrait sur la même fréquence que ce que l'on émanait nous. Et donc, à partir du moment où j'émane l'information que pour être heureux, il me manque ça, que pour avoir le bonheur, il me manque ça, pour me sentir en sécurité, il me manque ça, je vibre un manque. Et l'univers ne peut pas venir compléter ce manque puisqu'il se met en syntonisation avec mon manque. Et qu'est-ce que je vais créer ? Des frustrations et des situations où je vais continuer à ressentir ce manque. Et ça, quand j'ai découvert ça avec la physique quantique, je me suis dit, mais waouh, il y a une sacrée clé là.
C'est pour ça qu'on met des années et même parfois on n'atteint pas nos objectifs parce que justement, il y a ce manque-là. Je prends l'exemple d'une personne qui est malade et qui psychiquement programme sa guérison. C'est-à-dire, elle est vraiment dans le fait de se dire non, je vais guérir. Mais intérieurement, elle ressent la peur de mourir. Elle ressent la peur que ça ne marche pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ magnétique du cœur 5000 fois plus puissant. Elle va pulser 5000 fois plus le message que ça ne va pas marcher plutôt que ça va marcher. Et dans notre vie, on crée sans arrêt comme ça. Là, je viens de recevoir tout à l'heure un message d'une personne qui me dit « mais je ne comprends pas, je suis pleine d'amour, je suis prête à partager plein de choses, je veux partager qu'une chose, c'est de l'amour, mais ça fait des années que je suis seule. » Et donc, je lui dis « mais quelle est votre intention? Quel est le deal de départ? Quel est le deal de départ que vous amenez dans une relation de couple ?» Elle me dit parce que tous les gars, ils restent un moment et puis ils ne restent pas, alors que moi, je veux une relation durable, etc. Et donc, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on a toujours tendance aussi à fixer, je dirais, la responsabilité à l'extérieur. Mais ça, je vais y revenir. Donc, pour continuer donc, sur cette personne qui m'envoie ce mail, je lui dis, mais quel est votre deal de départ? Vous rentrez en relation avec quel état d'esprit? Et donc, en creusant un peu, elle me dit, ben, effectivement, j'ai peur d'être laissé, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur de ne pas être aimé comme moi, je vais aimer l'autre. Et quelque part, j'attends que l'autre m'aime comme moi, je ne me suis jamais aimé. Et là, j'ai dit, vous comprenez donc que le deal de départ, il est faussé. Ce que vous amenez dans l'équation, ce que vous amenez donc dans la notion du couple, c'est, je dirais, c'est bancal. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, vous vous rendez compte? Vous attendez que l'autre vous aime comme vous aimez pas. C'est-à-dire que vous partez là, dans cette relation de couple que vous désirez, avec un manque d'amour pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous renvoie? Il va vous renvoyer le manque. Et donc, vous rentrez dans des relations où l'homme ne vous aime pas comme vous l'attendez. J'ai dit, et encore, quelque part, vous avez de la chance, puisque il s'en va, au bout de quelques temps, vous ne le voyez plus. Vous pourriez tomber sur un sauveur qui vous dit, t'inquiète pas, moi je vais t'amener tout l'amour que tu ne trouves pas pour toi. Il vous remplit d'amour, comme ça. De ce fait, en vous amenant tout ce que vous ne trouviez pas en vous, il prend le dessus sur vous. Et puis vous retrouvez un beau jour que vous êtes sous son pouvoir. Et là, pour peu, hop, il change de veste, il devient manipulateur et vous avez affaire à un pervers narcissique manipulateur. Elle m'a dit, oui, effectivement, je préfère être laissé plutôt que d'être manipulé par un pervers narcissique manipulateur pendant des années. Et là, c'est le même process. Moi, chaque fois que des personnes venaient me rencontrer en me disant, j'ai affaire avec un manipulateur narcissique, je disais, mais quel est votre deal de départ? Quelle est l'équation de départ? Avec quelle intention vous rentrez? Et je dirais avec quel bagage vous rentrez dans la relation? Et si vous rentrez dans la relation, effectivement, dans l'attente que l'autre vous donne tout l'amour que vous ne trouvez pas, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, harmonieuse, mais sans avoir fait cette harmonie à l'intérieur de nous. On les crée à partir de cet état de manque. Donc là, on est tout le temps focalisé sur nos manques. Ouais. Là, c'est vraiment déjà deux clés que tu donnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans des schémas répétitifs, qui répètent les mêmes choses, qui sont bloquées, qui ont le sentiment de ne pas avancer, de stagner dans leur vie. Donc là, la première clé, c'est déjà d'aller observer quelles sont les croyances qu'on a et qui fait qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Donc tout est vraiment lié à nos pensées, à nos croyances, à nos conditionnements, aux peurs qu'il peut y avoir et au manque. Et au manque cette sensation de manque qu'on a. Ok. Tout à fait. Et la troisième clé que je pourrais donner, effectivement, et je suis en train d'écrire un livre là-dessus, c'est que chaque fois que quelque chose nous interpelle à l'extérieur et qui vient nous blesser, qui vient nous interpeller, qui vient nous stresser, qui vient nous chagriner, qui va, je dirais, enclencher chez nous des émotions dites négatives, mais elles ne sont pas négatives.
elles sont juste des signaux, puisqu'une émotion, en fait, c'est un signal chimique, c'est un signal électrique, il n'a rien de négatif en lui. Chaque fois que quelque chose à l'extérieur vient nous interpeller, c'est pour nous dire, bon, là, maintenant, là, pose-toi et regarde en toi quel est le schéma qui est dissonant, ou quels sont les schémas qui sont dissonants et qui font que tu t'attires ou que tu crées cette matérialité qui est à l'extérieur de toi. En fait, c'est comme si l'extérieur, c'était un décor et que nous, on est l'architecte intérieur de ce décor. Et en fait, c'est nous qui l'aménageons. Et ça, c'est toujours très difficile à comprendre pour les personnes parce qu'elles se disent, mais moi, je ne voulais pas tomber sur un pervers narcissique, je ne voulais pas faire faillite, je ne voulais pas ça. Mais bien entendu qu'on ne le veut pas consciemment, c'est évident. Mais pour ça, il faut bien être conscient que nous ne fonctionnons pas qu'avec notre cerveau conscient. Nous ne fonctionnons pas qu'avec notre volonté. Le cerveau conscient, c'est 10% de notre fonctionnement. C'est comme un iceberg. Un iceberg, on voit juste la surface qui est au-dessus de l'eau. On ne voit pas la surface qui est en dessous de l'eau. Et la surface qui est en dessous de l'eau, c'est 90% de l'iceberg. Ça veut dire que ces 90%, ils sont invisibles à une vue. Ces 90%, on ne les ramène pas automatiquement à la conscience. Et pourtant, ce sont ces 90% qui détiennent nos programmes de vie. Ces programmes de vie, on les fait depuis quand? Depuis l'intra-utérin. On a toujours tendance à croire qu'on les fait depuis la naissance et surtout depuis nos jeunes années. Faux. On fabrique tout ça depuis notre conception. Et donc, on a des tas de programmes qui sont en intra-utérin qui font que on va vouloir des choses dans notre vie et ça va ramer. Moi, ça a été mon cas. J'ai été un enfant non attendu. C'est-à-dire que mes parents avaient déjà 3 enfants. Je n'étais pas attendu. Je suis arrivé 10 ans après le... Non, pardon, 8 ans après celui qui était avant moi. Pas attendu. Et donc, moi, je me suis aperçu que dans ma vie, tout ce que je voulais mettre en place, même des choses anodines, il fallait que j'attende. Chaque fois, j'étais soumis à l'attente. Et ça enclenchait quoi chez moi? De l'impatience. Mon ego récupérait ça et créait de l'impatience. À un moment donné, je me suis dit, mais si toujours tu es obligé d'attendre des trucs, c'est que tu as un programme qui est dissonant en toi. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, ça. Hein, c'est-à-dire, on se met en état de relaxation. Vous faites une relaxation, vous mettez une musique sympa que vous prenez sur YouTube, une musique où il n'y a pas forcément de voix, hein, juste instrumentale. Vous vous posez, vous allongez et vous demandez à votre intelligence supérieure de vous conduire au moment où je dirais, un programme a pu se mettre en place, programme qui vous empêche de fonctionner comme vous voulez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé, j'ai mis une musique voilà, qui m'apaisait, une musique de relaxation, où je pouvais vraiment ralentir en fait mes fréquences cérébrales. C'est-à-dire venir dans ce qu'on appelle les ondes alpha, en état alpha. Et donc, dans cet état alpha, on a davantage accès à notre inconscient. Alors que dans nos ondes bêta, c'est-à-dire l'état de veille que j'ai là, j'ai difficilement accès à mon inconscient. Il faut vraiment se poser et ralentir son cerveau pour avoir accès à son inconscient. Et donc, en faisant ceci, je me suis dit, OK, intelligence infinie qui est en moi, guide-moi au moment où ce programme s'est mis en moi, que je dois attendre chaque fois les choses dans ma vie. Et là, de suite, ce qui m'est venu, intra-utérin. Et donc, je vous parle de ça il y a quelques années. Hein. Je demandais à ma mère, je dis, maman, tu m'attendais ou pas? Elle m'a dit, non, non, tu n'étais pas attendu. On t'a aimé, bien entendu, mais ça a été difficile pour nous parce que déjà qu'on avait du mal à joindre les deux bouts, une bouche de plus à nourrir, c'était pas évident. Donc, effectivement, eh ben, on s'est fait du souci. Je me faisais beaucoup de soucis et c'est à l'issue de ça qu'elle a monté son entreprise parce que mon père travaillait seul et donc il n'y avait pas assez d'argent à la maison. Et là, je me suis dit, OK, ça va, tu n'étais pas attendu, c'est pour ça que tu es obligé d'attendre. Et c'est vrai qu'en résolvant cette chose-là, bien, je me suis aperçu que le scénario répétitif d'attente que j'avais dans ma vie, eh bien, il n'était plus là. Ça s'est déprogrammé. Alors, ça s'est déprogrammé. Alors, comment on peut déprogrammer? Il n'y a pas une seule façon de déprogrammer. On peut déprogrammer ça en hypnothérapie, par exemple, en hypnose. Il y a plein de techniques qui permettent de déprogrammer ça. Moi, j'avais déprogrammé ça à l'époque en kinésiologie, voilà, puisque je faisais la kinésiologie. Donc, j'avais demandé à un ami qui me fasse une séance de kinésio. On avait déprogrammé ça.
Maintenant, moi, je déprogramme avec le double quantique, c'est-à-dire avec la partie la plus élevée de la personne, c'est-à-dire celle qui a accès de façon illimitée au champ des potentiels, au champ des possibles, au champ des potentialités. C'est cette partie de nous qui n'est limitée par aucun programme, par aucune peur, par aucune habitude, par aucune pensée négative, et qui a accès 24 heures sur 24, je dirais, à tout le champ des possibles, à tout le champ des matérialités. Quand on fait appel à ce double quantique, et qu'on lui dit, voilà, c'est ce programme-là qui n'est pas OK, désinforme-le, eh bien, c'est comme si on avait un super, je dirais, programme de nettoyage sur votre ordinateur, et il va balayer, je dirais, le programme négatif. C'est pour ça que je vous ai dit au début, on n'est plus obligé de passer par 20 ans de psychanalyse pour pouvoir modifier les choses, parce que là, on va agir au niveau informationnel, on ne va pas agir au niveau, je dirais, du mental. Il y a plein de programmes, on ne peut pas repérer d'où ils viennent. Moi, j'ai fait cet exercice-là parce que je sentais que c'est quelque chose qui m'appartenait. À côté de ça, on a plein de programmes qui ne nous appartiennent pas. Si votre arrière-grand-mère, vous récupérez la mémoire de votre arrière-grand-mère qui, je dirais, je ne sais pas, moi, est morte très jeune, par exemple, vous n'avez pas connu votre arrière-grand-mère, vous n'avez pas connaissance de son histoire, et ça vous donne, vous, la notion de toujours vite faire les choses parce que vous avez peur que vous n'avez pas assez d'une vie pour pouvoir le faire. Vous allez me dire, mais comment je fais? Parce que je ne connais pas cette histoire-là. Eh bien, en bioénergie quantique, l'avantage, c'est que le praticien, il est formé à canaliser les informations. C'est-à-dire qu'avec l'exercice qu'il a, l'entraînement qu'il a eu, je dirais, dans sa formation, il va pouvoir effectivement remonter et cibler l'information qui est à déconnecter pour libérer cette mémoire. C'est-à-dire que dans la bioénergie quantique, comme j'avais fait de la psychogénéalogie, comme j'avais fait de l'hypnose régressive, comme j'avais fait effectivement, je dirais, de la lecture d'annales akashiques, j'avais fait de la kinésiologie pour travailler sur l'intra-utérin, sur la période de l'enfance, etc. J'ai fait tout ce mix pour pouvoir, en bioénergie quantique, cibler exactement les mémoires précises pour déconnecter tel problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déballer toute la psychogénéalogie. On n'a pas besoin de déballer toutes les vies passées. On n'a pas besoin de déballer tout l'intra-utérin. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, on va dire au 3e mois intra-utérin, la mère ressent un abandon. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, elle s'est peut-être fâchée avec sa sœur, par exemple. D'accord? Vous avez été placé à l'âge de 8 ans, vous êtes parti en colonie de vacances et vous avez ressenti un abandon. Votre grand-mère, elle a été abandonnée, elle a été mise à la DAS. Et dans une vie passée, je veux dire, vous avez eu un sentiment d'abandon, vous avez été abandonné enfant. Eh bien, en bioénergie quantique, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir cibler à l'âge de 8 ans, 3 mois intra-utérin, la grand-mère, l'histoire de la grand-mère et la vie passée. On va relier ces 4 mémoires et on va demander au double quantique de pouvoir effacer les charges émotionnelles négatives sur ces 4 mémoires. On ne va pas nettoyer toute l'histoire. Ça ne sert à rien. Quand vous avez un virus, un programme, je dirais, qui est erroné dans votre ordinateur, vous n'effacez pas tous les programmes de votre ordinateur. Vous effacez juste ce programme-là. Et c'est l'intelligence que j'ai pu trouver dans la bioénergie quantique, c'est qu'elle va cibler précisément, je dirais, la mémoire adéquate ou les mémoires adéquates qui sont en relation avec votre difficulté. Et c'est pour ça que c'est un processus qui peut aller très rapidement parce qu'on est très ciblé sur ce qu'on doit supprimer ou sur ce qu'on n'a pas à toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mémoires dont on a hérité, mais qui nous empêchent absolument pas du tout de fonctionner. Moi, par exemple, si je prends ma famille, dans ma famille, il y a une mémoire d'alcool. Cette mémoire d'alcool ne m'empêche absolument pas du tout de fonctionner. Je ne l'ai pas récupérée. Je n'ai pas de problème avec l'alcool, je ne bois pas. Si je bois, je veux dire, c'est très, très raisonnable. Je vais boire un verre et puis ça s'arrête là. Alors que j'ai d'autres personnes dans ma famille qui ont récupéré cette mémoire d'alcool. Donc, eux doivent désactiver cette mémoire d'alcool. Moi, je n'ai pas besoin de la désactiver. Donc, pourquoi aller travailler cette mémoire d'alcool si elle ne me gêne pas dans ma vie? Vous voyez? Donc, on a tous des programmes, je dirais, qui vont nous donner de l'énergie, des possibilités. Et cela, on ne s'en occupe pas, puisque ce sont nos opportunités, ce sont vraiment nos forces. Et on a des mémoires limitantes. Il faut aller déprogrammer les mémoires limitantes, ou les programmes limitants, qui sont en adéquation avec
avec votre objectif, je dirais. Voilà, donc là, Et j'ai expliqué. Oui, oui, juste une petite question. À un moment donné, tu parles de double énergétique et de double quantique. Est-ce qu'il y a une tout à différence? fait. Est-ce que c'est la même chose? Alors, le double énergétique, c'est le travail que l'on va faire, je dirais, sur soi, sur son corps énergétique. Et c'est comme si ce double énergétique, c'est-à-dire ce corps énergétique, il pouvait se dédoubler. Je m'explique. Quand on fait une séance sur photo à quelqu'un, on a la photo de la personne, mais on demande à son double énergétique de venir sur la photo. C'est-à-dire que le double énergétique reste sur la personne, mais il y a un hologramme de ce double énergétique qui vient sur la photo pour qu'on puisse travailler dessus. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez un conflit avec quelqu'un, eh bien, c'est comme si ce double énergétique, il restait à côté de ce quelqu'un, mais il était aussi sur vous. Ce qui fait que si je modifie mon énergie, je vais modifier aussi la présence quelque part qui est à côté de cette personne-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, ça. Tout le monde l'a ressenti dans sa vie. Quand on pense fortement à quelqu'un, on a l'impression que la personne est là. Ça, tout le monde l'a dû le Ouais. remarquer à un moment donné. On dit, mais j'ai senti ton énergie, j'ai senti qu'il fallait que je t'appelle, par exemple. Oui. Ou on passe à quelqu'un, mais je sens ton énergie. C'est le double énergétique qui est là. Donc, c'est quelque chose de palpable, puisqu'on arrive à le ressentir au niveau de nos perceptions physiques. C'est comme l'énergie d'un cristal, par exemple, on va approcher ces mecs et on va sentir qu'il rayonne. Eh bien, je dirais que c'est notre rayonnement énergétique. Ça, effectivement, dans le stage, donc, dans le masterclass, j'apprends à booster ce double énergétique. Alors, pourquoi le booster? Parce que ce double énergétique, c'est notre aimant. C'est celui qui va permettre d'attirer les choses plus facilement, du moins de les matérialiser plus facilement. Si vous avez un aimant qui vibre, je sais pas moi, je vais prendre l'unité de vibration d'un aimant, l'unité magnétique, c'est le Gauss. Vous avez un aimant qui vibre à 20 000 Gauss, je dis n'importe quoi, hein, et vous avez un aimant qui vibre à 500 Gauss, ben, il ne va pas du tout attirer la limaille de fer de la même manière. Et on a la capacité, nous, de booster notre champ énergétique, notre corps énergétique, de façon à ce que quand on a modifié nos programmes qui sont limitants, eh bien, la matérialisation va se faire beaucoup plus rapidement que si on a un corps magnétique plus petit. Vous avez des gens, ils matérialisent comme ça. Vous dites, mais comment ils font, quoi? Comment ils font? Ils claquent du doigt, ils arrivent à faire ça, que ce soit au niveau affectif, au niveau de l'argent, au niveau d'une entreprise, etc., etc. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de mémoire limitante. Il y a aussi le fait peut-être d'être vraiment sur son chemin de vie. Et ce sont des personnes qui ont un magnétisme pour attirer ça. Je ne parle pas du magnétisme des guérisseurs, hein, je parle vraiment du magnétisme qui va attirer les choses dans votre vie. Vous avez des gens qui sont très magnétiques. Vous vous sentez attiré par eux. D'accord? C'est tout simplement parce que leur champ énergétique, il pulse beaucoup. Donc, plus notre champ énergétique il pulse, meilleure est notre santé. Et plus facilement, on va attirer donc ce qu'on désire matérialiser. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le double énergétique. D'accord? Il y a le double quantique qui, lui, serait notre moi supérieur. C'est notre double spirituel. Il est imperceptible, je dirais, on ne peut pas le sentir corporellement, même dans la sensation, parce que sa vibration est trop élevée. Elle est en dehors de notre perception physique, alors que le double énergétique, lui, on peut le toucher. Ce double quantique, lui, il a accès au niveau informationnel, donc on n'est plus au niveau énergie, on est au niveau information. Il a accès à tout le champ des potentiels. Le champ des potentiels, c'est quoi? Eh bien, c'est le grand buffet de la vie. C'est comme si la vie nous dressait un grand buffet. Et certains accèdent à ce buffet et peuvent prendre, je dirais, du caviar ou des trucs pas possibles. Et d'autres, ils ont juste à droit à un morceau de crouton de pain, par exemple. Je prends une image pour comprendre. Et d'autres, rien. D'accord? Ils peuvent juste se servir, c'est tout. Et donc, ça dépend effectivement de beaucoup de choses, de tous les programmes, bien entendu, comme j'ai dit, qui sont limitants à l'intérieur de nous. Plus je vais travailler à mon double quantique pour libérer les mémoires, plus il va me permettre d'accéder à plein de choses au grand buffet de la vie, jusqu'à pouvoir accéder à tout ce que je veux. Et si mon double énergétique, eh bien, il est vraiment, je dirais, amplifié, s'il est vraiment magnétique, eh bien, c'est comme si
je vais pouvoir vraiment me servir comme ça. Alors que si mon double énergétique, il est plus petit, eh ben, je vais me servir comme ça. Je prends une image qui est un peu caricaturale, mais ce sont, je dirais, donc deux entités, deux pôles qui sont distincts, mais qu'on a la possibilité de travailler. Alors, le double énergétique, lui, on le travaille, bien entendu. Le double quantique, ce qui est phénoménal, c'est qu'il est présent chez tout à chacun et on n'a pas besoin de le travailler. C'est vraiment, je ne veux pas donner une image chrétienne ou catholique, mais c'est un peu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler ce Saint-Esprit. Il l'est. Il l'est, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin, c'est comme le... Oui. Et par rapport à l'âme, est-ce que le double quantique, quand tu dis que le double quantique, c'est le soi? Oui, mais l'âme, elle est entravée. L'âme, elle est entravée par quoi? Eh bien, elle est entravée par tous nos conditionnements. On sait bien que notre âme, elle vient donc s'incarner dans un corps physique. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'âme, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de pieds, elle n'a pas de jambes. Donc, elle a besoin d'un corps physique pour pouvoir effectivement créer dans la matérialité, se mouvoir dans la matérialité et expérimenter la matérialité. C'est le but de l'incarnation. Donc, l'enfant, il arrive avec cette âme, puisqu'elle s'incarne donc en intra-utérin, mais le poids des conditionnements. Et je dirais, la réponse plus ou moins forte à ces conditionnements, selon notre sensibilité, va faire que l'on va recouvrir son âme d'un conditionnement. Et quand on dit que cette personne, elle a une âme noire, l'âme, elle n'est pas noire. Elle est recouverte de noir. C'est pas pareil. L'âme, elle est toujours lumineuse. Mais à force de la recouvrir de noir, on peut l'éteindre. Et tous les gens qui n'écoutent pas leur âme dans leur vie et qui écoutent plutôt leur peur, leur ego, leur conditionnement, leurs habitudes négatives, et qui ne laissent pas leur âme s'exprimer, eh bien, petit à petit, il étouffe cette âme-là. Et l'âme, si vous voulez, à partir du moment où elle est étouffée, elle n'a plus cette possibilité de s'expanser. Elle est retenue, elle est bloquée. Alors que lui, le double quantique, il est à l'extérieur de tout ça, c'est-à-dire qu'il n'est jamais limité. Et on peut demander à notre double quantique de libérer les conditionnements pour que l'âme, effectivement, puisse être libérée. Donc, vous voyez, c'est deux choses qui sont différentes. Notre âme, à un moment donné dans notre vie, elle peut être, je dirais, muselée. Le double quantique, non. C'est vraiment, si je devais prendre cette image, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire vraiment notre moi spirituel qui n'est limité par rien et qui a cette capacité de faire la jonction entre le champ des potentiels et la matérialité. Le champ des potentiels et la matérialité. Donc lui, il est toujours libre. Et il va, comme ça, faire tout le buffet de la vie. Il est toujours libre. Il n'y a rien qui le limite. Par contre, là, il peut se heurter à des conditionnements. Il peut se heurter à des conditionnements, mais il y a toujours une porte d'entrée. À partir du moment où la personne, effectivement, en fait la demande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ben voilà, j'ai mon fils qui est en train de se droguer, je voudrais que vous lui fassiez un soin, etc. Non, c'est la personne qui doit ouvrir la porte et dire, oui, j'ai envie de me sortir de là. Et à partir de là, je dirais que, entre guillemets, tout est possible, puisque c'est le champ des possibles. Et à un moment donné, tu dis que les épreuves que nous traversons, les schémas répétitifs que nous vivons, sont dus justement à la méconnaissance des mécanismes de création qu'on appelle les lois universelles. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus de ces lois universelles? Bien sûr. Alors, il y a une partie des épreuves, je dirais, qui est bien entendu choisie par l'âme. C'est-à-dire que si l'âme, elle choisit de s'incarner dans un corps handicapé, par exemple à la naissance, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à travers ce corps handicapé, eh bien, elle va pouvoir expérimenter des valeurs telles que le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, etc., etc. C'est vraiment un choix d'âme. L'âme choisit ce corps parce qu'elle sait pertinemment bien qu'à travers ce corps-là, et à travers l'épreuve de l'handicap, elle va pouvoir effectivement expérimenter des choses qu'elle n'aurait pas pu expérimenter s'il n'y avait pas eu cet handicap-là. Et là, l'épreuve, je dirais, c'est un défi, c'est une opportunité à grandir. De toute façon, une épreuve, il faut toujours la voir comme un défi ou une opportunité à grandir. Et là où, effectivement, on est dans la myopie spirituelle, c'est qu'on ne voit pas l'épreuve comme un défi à grandir, mais on la voit comme une difficulté. En fait, le problème, c'est un problème. Un problème, ça fait partie de la vie. Toute notre vie, on a un problème. Je m'explique. Quand vous allez en altitude, par exemple,
il y a une raréfaction de l'oxygène. Le défi de votre corps, ça va être de maintenir une chimie du sang, même avec moins d'oxygène. C'est-à-dire que le défi de votre corps, c'est de vous maintenir en vie, même s'il y a moins d'oxygène. Même si vous arrivez moins à respirer, même si vous êtes plus essoufflé, son défi, c'est de vous maintenir en vie. Donc, je dirais que la vie, eh bien, c'est une succession de défis. Et c'est logique. Mais ne serait-ce qu'au niveau de notre chimie. Quand on va dans une ville, par exemple, qui est polluée, notre défi, c'est de nous maintenir en vie, même s'il y a de la pollution. Dans notre corps, lui, il sait faire ça. Il se challenge à chaque fois. Quand on va manger beaucoup de sucre, ok, son défi, c'est de maintenir une glycémie stable, de façon à ne pas avoir un problème de santé. Quand il commence à avoir des problèmes de diabète, etc., bien entendu, il n'arrive plus à tenir cet équilibre. Mais son boulot, c'est de maintenir cet équilibre. Donc, des problèmes, en fait, c'est des défis. Mais le problème, c'est que nous, on voit ça comme des difficultés. À partir du moment où on voit ça comme des difficultés, on va faire d'un problème un problème. Et le problème, ce n'est pas le problème, c'est le problème qu'on fait du problème. Et là, ça devient un gros problème. Alors qu'à l'origine, c'était un défi. Donc, il y a ce qui est choisi par l'âme. Mais si on ne sait pas que c'est choisi par l'âme, eh bien, on va vraiment en faire un problème. Alors que notre âme dit, non, moi j'ai choisi ça parce que je veux traverser ça. Alors, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est vrai que l'âme, elle peut choisir des défis qui, au vu du mental, peuvent être des sacrées épreuves. Bien entendu, par exemple, vous choisissez une famille avec des parents maltraitants, d'accord, qui vont pas s'occuper de vous, qui vont pas vous donner d'amour, qui vont confier la nounou, etc., mais qui est une nounou, je dirais, maltraitante aussi, eh bien, peut-être que votre âme, et même très sûrement, a choisi de s'incarner dans cette famille-là, puisque je dirais ce giron, ses parents, c'était les parents parfaits pour pouvoir effectivement expérimenter telle ou telle valeur, tel chemin. Les parents parfaits, c'est pas les parents idéaux. Hein. C'est-à-dire que souvent, on voudrait avoir bien entendu des parents aimants qui nous donnent plein d'amour, etc. Mais nos parents, on les choisit. Ça, déjà, il faut le savoir. Nous choisissons notre famille. Contrairement à ce que disait Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Il se plantait dans la chanson. On choisit ses parents, on choisit ses femmes, on choisit sa famille pour pouvoir expérimenter des valeurs. Et c'est comme ça que dans un stage, moi, j'ai eu une personne qui avait été prostituée enfant par ses parents. Et en cheminant comme ça à travers différentes thérapies, je l'ai vu aussi en thérapie, elle avait compris que c'est son âme qui avait choisi ce chemin d'expérimentation pour effectivement expérimenter le pardon et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, quoi qu'ont fait mes parents, je les aime au niveau de leur âme. Je ne les aime pas au niveau de leur comportement, je ne les aime pas au niveau de leur ego, je les aime au niveau de leur âme. Et elle avait été tout à fait consciente que si elle n'avait pas eu cette épreuve dans sa vie, elle ne serait pas arrivée à cette ouverture spirituelle qu'elle avait aujourd'hui. Donc l'âme peut effectivement faire des choix qui peuvent être complètement incompréhensibles par le mental à partir du moment où on se fige sur une vision de forme et qu'on n'a pas une vision de fond de la chose. Et c'est vrai que les choix de l'âme sont souvent incompréhensibles pour le mental. Et c'est pour ça que je disais, une épreuve, elle doit toujours être transformée effectivement en défi. Et si on connaît les lois universelles, c'est-à-dire que l'âme vient expérimenter des choses, et elle peut passer par des choses dures pour expérimenter, eh bien, on va arriver à dépasser ça. Ensuite, les épreuves qui sont, je dirais, induites parce qu'on n'a pas écouté notre âme. Ça, c'est encore différent. J'ai une autre élève dans une formation qui on a découvert un cancer des deux seins, ce qui est quand même assez rare. Et c'est une personne qui passe son temps à ne pas s'occuper d'elle, qui passe son temps la tête dans le guidon au niveau du travail, qui passe son temps à se faire du souci pour ses enfants qui ont 35 et 40 ans, qui passe son temps à mettre l'énergie en dehors d'elle-même. Et là, à un moment donné, le corps est dit stop. Tu écoutes trop ton ego qui est là, qui veut toujours sauver les autres, hein, le fameux, je dirais, sauveur. Donc, il veut toujours sauver les autres pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être reconnu. Et cet ego l'amène tellement loin de son âme que quelque part, elle se perd. Et la meilleure solution
que l'intelligence de son corps va trouver, c'est de la poser de maladie, clac. Comme ça, maintenant, tu vas t'arrêter, tu vas arrêter de t'occuper des autres, tu vas commencer à t'occuper de toi, même si c'est dans la douleur, même si c'est dans la souffrance, mais au moins, tu vas commencer à t'occuper de toi, parce que depuis 55 ans, tu t'es jamais occupé de toi. Et là, je dirais, c'est pas prévu par l'âme. C'est justement parce qu'on ne s'est pas écouté qu'on s'est trop éloigné. Donc, il y a différents types d'épreuves comme ça. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a déclenché ça, etc. Le plus important, je ne crois pas que ça soit de savoir d'où ça vient, c'est surtout de savoir ce qu'on en fait et l'épreuve de là où elle veut nous mener. Après, il faut déjà avoir cette... Excuse-moi, il faut oui. déjà nous... Enfin, moi, j'ai cette croyance-là aussi. Hein. Je crois en l'âme, en la réincarnation, etc., au bagage qu'on peut porter. Maintenant, les personnes qui ne croient pas en l'âme, c'est déjà compliqué de se dire que l'âme choisit sa famille, choisit ses épreuves, bien sûr. Choisit d'avoir telle ou telle maladie pour évoluer. Alors, pour les personnes qui ne croient pas, ben, c'est bien qu'il y ait des personnes qui parlent de ça, parce que si jamais personne n'en parle, ben, elles ne pourront pas être éduquées. Et cette personne-là, ben, effectivement, elle reste, je dirais, et c'est sans aucun jugement, hein, bien entendu, je n'émets pas de jugement là-dessus, mais elle reste dans la zone de confort de leurs croyances, en fait. Et que pour pouvoir évoluer, il faut qu'on puisse effectivement les amener à considérer que pour pouvoir évoluer, il faut déjà commencer par démonter une croyance. Si je commence à démonter une croyance, il y a ce qu'on appelle l'effet domino, qui va faire que petit à petit, de proche en proche, je vais pouvoir effectivement libérer une croyance. Et donc moi, des personnes qui viennent, parce que j'en ai eu beaucoup qui venaient me voir en cabinet, qui n'avaient pas cette notion de l'âme, etc. Là, j'en parle parce qu'effectivement, on est dans cette merveilleuse plateforme qui est être soi. Donc là, je dirais, je parle vraiment ouvertement. Mais les personnes qui viennent, effectivement, je me mettais à leur niveau en leur disant, mais de toute façon, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, quand vous prenez cet objet, que vous le lâchez, il peut faire qu'une chose, c'est tomber. Ça s'appelle la loi de la gravité. Et je leur disais, voilà, il y a des lois universelles qui s'exercent. La loi d'action-réaction, ce qu'on appelle la loi du karma. C'est-à-dire que vous y croyez ou que vous y croyez pas, si vous ne payez pas votre eau et votre électricité, à un moment donné, on va vous couper l'eau et l'électricité. Et vous ne pourrez pas accuser l'EDF, vous ne pourrez pas accuser la malchance, vous ne pourrez pas accuser le voisin, vous pourrez juste vous responsabiliser en vous disant « mais j'aurais dû payer mon eau et mon électricité en temps voulu ». Eh bien, pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est la même chose. On ne peut pas accuser le voisin, on ne peut pas accuser ses parents, on ne peut pas accuser la malchance, on ne peut pas accuser le fait de ne pas être bien né, la famille où on est né, le continent où on est né, etc. On peut juste revenir à soi. Et elle est là, notre puissance. Notre puissance, elle est dans le fait de revenir à soi et de pouvoir se dire, il y a des choses en moi que je peux transformer pour pouvoir transformer les choses qui sont à l'extérieur de moi. Et moi, je disais à ces personnes, croyez pas à ce que je vais vous dire. On s'en fout de l'âme et tout ça, à la rigueur. Moi, ce qu'on va commencer à faire, c'est de repérer quelle est la croyance qui fait que vous avez tel résultat. Vous galérez dans votre vie, ok? Quelle est la croyance que vous avez sur l'argent? Et ça, on n'est pas dans une notion d'âme, etc. Vous galérez dans votre vie. Quelle est la croyance que vous avez sur l'argent? L'argent, ça pourrit le monde. L'argent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. S'il n'y avait pas d'argent dans le monde, mais il y aurait du paradis sur terre. Je lui dis, mais comment vous voulez avoir l'abondance financière dans votre vie si vous considérez l'argent comme un ennemi? Déjà. Donc, ne me croyez pas. On va faire un travail pour changer ça, d'accord? Voir dans l'argent une énergie. Et là, j'aurais expliqué que l'argent, pour moi, c'est comme un scalpel. Un scalpel, vous le mettez entre les mains d'un meilleur chirurgien, il peut sauver une vie. Vous mettez un scalpel dans les mains d'un serial killer, il va vous faire un massacre. Le scalpel, c'est un scalpel. Ça dépend qui utilise ce scalpel. L'argent, c'est une énergie. Qui utilise cet argent? Et de proche en proche, en modifiant ce que j'appelle l'effet domino, c'est-à-dire en modifiant déjà cette croyance et de voir qu'il y avait des choses qui bougeaient par rapport à l'abondance, ben la personne, elle peut s'ouvrir, effectivement, petit à petit. Vraiment, la chose à comprendre, c'est que les choses, elles peuvent changer qu'à partir de nous. Si j'essaye de changer les choses de l'extérieur, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je ne veux rien changer en moi, et il y a des choses dans ma vie qui ne me plaisent pas, mais que je ne veux rien changer en moi, mais je veux changer ces choses à l'extérieur, ben on peut essayer pendant un moment. Hein. On ne va pas arriver à grand-chose.
le changement, il est d'abord intérieur. Ouais, c'est ce Et que là, tu on ne parle pas disais, hein. d'âme, on ne parle pas de choses. On parle vraiment de sa puissance, c'est retrouver sa puissance. Et une fois qu'effectivement la personne, elle va un peu plus loin, on peut lui parler de la puissance de l'âme. Et l'âme, c'est effectivement un hologramme de la source. Et la source, elle a prévu quoi pour nous? L'abondance, la joie, l'amour, la prospérité, etc., etc. Et on n'a pas besoin d'aller chercher tout ça. Les gens me disent, mais je cherche le bonheur. Elle ne va pas le chercher. Je cherche l'amour. Arrête de le chercher. Je cherche l'abondance. Arrête de chercher. Considère plutôt ce qui t'empêche de trouver, mais ne va pas chercher quelque chose que tu ne sais même pas où c'est. Par contre, pour trouver ce qui t'empêche de vivre ces choses-là, là, tu peux le trouver, puisque c'est à l'intérieur de toi. Et quand tu auras trouvé ce qui t'empêche de vivre la joie, mais tu n'auras pas besoin de chercher la joie. Tu vivras la joie. Si tu cherches déjà ce qui te met dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, parce que tu ne réalises pas le vrai sens de ta vie, par exemple, parce que tu te sens bloqué. Moi, je me suis senti bloqué et en colère et frustré pendant des années parce que je ne trouvais pas le sens de ma vie. Et je n'étais pas dans la joie. Mais à partir du moment où, et je n'ai pas cherché à aller développer la joie, il y a des personnes qui me disent, mais va au yoga du rire. Ok, je suis allé au yoga du rire, mais ça ne me faisait pas venir la joie. Je critique pas le yoga du rire, mais ça ne me faisait pas venir la joie. C'était éphémère comme action. Par contre, quand je me suis intéressé à me dire, ok, pourquoi tu es en colère? Tu es en colère parce que tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Parce que tu mènes pas la vie que tu veux. Ok, pourquoi tu mènes pas la vie que tu veux? Ben parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Ben, tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu as peur de sortir de ça, tu as peur d'aller vers de l'insécurité, tu as peur d'être critiqué. Ok, comment je peux faire pour aller dépasser ça? Ben, tu te mets en chemin et tu arrêtes de penser que tout le monde doit t'apprécier et que la critique, elle fait partie du jeu et que de toute façon, quoi que tu fasses, même si tu fais rien, tu seras toujours critiqué. Donc si ça fait partie du jeu et que tu cherches pas à plaire à tout le monde, mets-toi en chemin. Et je me suis aperçu que plus je me mettais en chemin, moins j'avais de colère, moins j'avais de frustration et plus la joie était là. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial dans le processus. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la joie. La joie, elle est cachée, mais elle est là. Ok, lève ce qui t'empêche de vivre la joie et tu vivras la joie. Pour l'abondance, pour l'amour, pour les relations épanouies, etc., c'est pareil. C'est ce que C'est tu pareil. disais, hein, à un moment donné. Tu disais effectivement, le problème c'est nous et la solution c'est nous, hein. Complètement. Il y a vraiment Complètement. ça à comprendre, quoi. Donc il y a vraiment des étapes, hein. Si je reprends un peu tout ce que tu dis, il y a vraiment la première étape, c'est déjà de prendre conscience de nos dysfonctionnements, nos croyances limitantes. Ça demande une introspection. Ça demande à un moment donné de se poser et de faire face aussi à ces schémas-là en se disant, OK, là, ça fait X fois que je répète la même chose, X fois que, voilà, tous les 2 ans, je change de conjoint, de boulot, etc. Qu'est-ce qui fait que je reproduis ces Tout à fait. schémas-là? Et ensuite, il y a vraiment aller déprogrammer ces schémas, ces croyances, ou avec les outils qu'on a, ou en allant voir voilà, des thérapeutes, des praticiens, enfin, en faisant quelque chose. Et il y a vraiment cette mise en action, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne fait pas le choix de passer à l'action et de changer, ben, il ne se passera rien. Et c'est en ça aussi, je Il se pense, passera rien. quand tu dis, il ne se passera rien. Que la Complètement. solution est en nous, hein. La solution est en nous. Et si j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a des études qui ont été menées pendant de longues années aux États-Unis qui montrent que 97% des gens, quand il leur arrive quelque chose, ont le focus sur l'extérieur. C'est-à-dire, dans la dispute de couple, c'est la faute à l'autre. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'ai pas le boulot que je voudrais, c'est la faute à la conjoncture, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute que j'ai pas d'argent. Je voudrais faire ce stage, mais combien de fois j'entends ou je vois passer un mail, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais faire vos stages, votre formation, mais j'ai pas l'argent pour. Et j'ai pas l'argent pour, c'est pas le vrai prétexte. C'est pas le vrai prétexte. Le blocage, il est ailleurs. Le blocage, c'est la faute à pas l'argent. Non. C'est la faute à comment tu peux effectivement considérer ou bloquer ton abondance dans la vie. Mais le problème, c'est pas l'argent. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Qu'est-ce que je peux faire pour venir faire vos stages? Ben, faites déjà une séance pour voir pourquoi vous vous limitez dans votre vie et ne faites plus de l'argent un ennemi. Et comme ça, j'en vois passer, mais en quantité astronomique. Astronomique. Et c'est vrai que toutes les solutions sont en nous. Et à partir du moment où on va chercher les choses à l'extérieur, eh bien, on s'éloigne de nous. Moi, j'ai eu un élève comme ça qui me disait, est-ce que tu vas m'aider à me réaliser?
Et j'ai entendu parler de la réalisation en Inde pendant 7 ans, tant que je suis mes enseignements spirituels. Et je dis, mais c'est quoi pour toi la réalisation? Il me dit, c'est un point où je ne vais plus avoir d'ego. Je dis, ok, ce point où tu vas plus avoir d'ego, tu le places où spatialement? Si tu devais le placer sur la Terre, il me dit, je ne peux pas le placer sur la Terre. Je dis, fais plusieurs fois la Terre, l'univers, tu le places où? Il me dit, mais c'est invisible. Je dis, mais comment tu peux arriver à une destination qui est invisible pour toi? Je dis, est-ce que tu vois pas que ton ego, il te manipule en te disant que tu pourras être heureux, donc réalisé, quand tu n'auras plus d'ego. C'est-à-dire que pendant que tu vas te mettre en route de vouloir chasser ton ego, que tu vas t'éloigner de toi, ton ego, lui, il reste ici, là, bien au chaud, donc tu t'occupes plus de lui, et il t'éloigne de la pépite que tu es, du diamant que tu es. Et effectivement, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, j'ai plus besoin d'aller en Inde chercher les choses. Parce que c'est pas que je l'avais fait pour rien, c'est pas que ça m'a rien amené, au contraire. C'était mon expérience de vie et vraiment, j'ai vécu de superbes choses. Mais je me suis dit, mais c'est là, ici et maintenant que tu peux effectivement te connecter au diamant qui est en toi. Et chaque personne a un diamant à l'intérieur d'elle. Et moi, je suis toujours amusé quelque part quand on se compare aux autres, parce que moi, j'ai fait ça pendant des années. Et en fait, on est un diamant, mais on va se comparer à l'émeraude qu'on voit chez l'autre. Ça, je trouve ça phénoménal, parce que on est un diamant, pourquoi se comparer à une émeraude? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est vrai que cette puissance, elle nous habite à chaque instant. Mais du fait que nous croyons tout le temps à la limitation, tout le temps au manque, eh bien, on ne peut pas connecter cette puissance. C'est à partir du moment où on va se dire, OK, bon, il m'a dit qu'on était puissant. Comment je peux faire? Je me pose déjà. Je me pose et c'est un travail. Hein, ça ne vient pas comme ça non plus d'un coup de baguette magique. Hein, c'est un cheminement. Moi, je ne l'ai pas acquis comme ça d'un coup de baguette magique. Je n'ai pas reçu l'illumination comme le Bouddha, bien que le Bouddha, ça a duré pendant de longues années aussi. C'est vraiment un cheminement pour apprendre à enlever ce qu'on appelle les voiles de l'ego qui nous manipulent à travers le manque. Et se dire vraiment que à l'intérieur de nous, il y a une âme qui vibre, qui a été, je dirais, déléguée par la source, puisque la source, effectivement, pour se connaître, elle a délégué des milliards d'âmes comme ça qui vont vivre des réalités différentes et que je ne suis jamais déconnecté de cette source. Et comme je ne suis pas déconnecté de cette source, à l'intérieur de moi vibre cette puissance. Et si vraiment j'intègre que j'ai cette puissance en moi, ben déjà, il va se passer des choses. Déjà, il va se passer des choses. Parce que moi, ça a été le début de mon cheminement en me disant, arrête de focaliser sur ce que tu vois chez les autres qui réussissent mieux. Moi, quand je voyais, un exemple très concret, hein, quand je voyais effectivement des grands coachs, orateurs, etc., des Tony Robbins, des Franck Nicolas, etc., j'étais là devant eux, je me dis, wow, ils arrivent à déplacer des milliers de salles, waouh. Et là, je me suis aperçu que je vivrais quoi? Je vivrais le manque, je vivrais l'incompétence, c'est-à-dire je ne suis pas capable de faire comme eux, je vivrais la frustration. Mais comment tu veux arriver effectivement à vivre ce que tu veux quand tu vis la frustration, le manque et l'incapacité? Et je me suis dit, mais si eux arrivent à le faire, il y a une âme qui vibre à l'intérieur d'eux. Je suis une émanation de la source, on est je dirais de la même source. Donc, il suffit que je développe d'autres compétences. Il suffit que j'apprenne. Ça, c'est autre chose. L'apprentissage, bien entendu. Mais on a tous la faculté d'apprendre. On a tous la faculté d'apprendre. Par contre, il faut faire l'effort d'apprendre. Et là, c'est nous en tant qu'êtres humains, en se posant sur nos mental, en se disant, OK, maintenant, je vais me mettre dans le processus d'apprendre. Mais en apprenant, on est tous capables. Alors, pour moi, on est tous capables de jouer d'un instrument de musique. Ça ne veut pas dire qu'on sera virtuose. Il y en a qui, peut-être en 1 an, ça va être fait. L'autre, il leur faudra 10 ans. Mais en tout cas, je suis certain qu'on peut tous apprendre d'un instrument de musique. On peut tous parler en public. On peut tous réussir de grandes choses. Pour moi, ça, c'est une évidence. Il faut se mettre en chemin, tout simplement, pas à pas. Mais c'est vrai que ça aussi, hein, pour moi, quand je t'ai écouté dans ta vidéo de présentation où tu le dis, hein, nous sommes des êtres issus de la source. Je pense que ça, on a vraiment tendance à l'oublier. Et de ce fait, on est des êtres illimités et on peut se connecter en tout cas au champ des possibles
et obtenir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est les seuls à se limiter. Nos croyances sont des limitations qui nous empêchent d'obtenir tout ce qu'on veut. Mais si on a cette conscience d'être illimité, on peut vraiment obtenir tout ce qu'on veut. Tout à fait. Et c'est vraiment pas une persuasion, c'est une conscience. C'est vraiment une conscience. Et je trouve qu'on vit une époque formidable parce que cette ère du Verseau fait que les informations circulent bien plus vite qu'avant. L'ère du Verseau, c'est vraiment l'ère du quantique, l'ère de l'électricité, l'ère de la rapidité. Et il n'y a qu'à voir effectivement comment les réseaux se sont développés dans les dernières années, où l'information, elle est accessible à tout moment. On tape, par exemple, âme sur YouTube, on va avoir des dizaines, des centaines de vidéos. Après, on triera, bien entendu, mais on peut s'informer. Et je dirais la responsabilité de chacun, c'est vraiment de s'informer. Et quand on est confronté à des difficultés, la première chose, effectivement, c'est de se dire, mon premier truc, c'est déjà de m'informer. Alors peut-être que je vais chercher pendant un moment donné, mais si vraiment on a on prend la décision de sortir de ça en se disant, non, maintenant ça suffit, il faut vraiment que j'aille mieux, il faut vraiment que je crée la vie qui m'inspire. À partir du moment où on se met dans cette intention, l'information, le ciel va nous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'il y a une amie qui va vous parler de quelqu'un qui fait telle chose. Moi, je le vois tous les jours sur les posts que j'ai. Mon ami m'a dit que vous faisiez une vidéo quand je l'ai vue, mais elle me parlait de moi. Mais ok, parce que la personne était ouverte à changer. Donc, je dirais, l'univers provoque la bonne occasion aussi. Vous ouvrez un bouquin, vous avez l'information, vous avez des réseaux sociaux, vous avez la bonne information. On dit qui cherche trouve, mais pour moi, c'est évident. C'est qu'il faut déjà avoir l'intention, je dirais, d'aller mieux, de se prendre en charge, de changer des choses. Et c'est vrai que la première porte à ouvrir, c'est de prendre la décision de changer des choses, d'avoir le désir de changer les choses et de se mettre en chemin. Parce que si on ne se met pas en chemin, quand on reste sur son canapé à boire des bières et à manger des chips, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose. Et Dieu sait qu'il y a encore une grosse partie de la population qui est là-dedans, à se dire que dans leur vie, ça ne va pas. Mais je dirais à juger les événements extérieurs. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Là, je vois cette pandémie. On est bien entendu encore confinés. Moi, je me suis dit, OK, ça va être une super occasion. Vraiment, je me suis dit, mais merci. J'attendais une occasion comme ça pour pouvoir faire un projet qui était là, je dirais, dans les tiroirs depuis un moment. Et je ne me suis pas dit, oh là là, mais on est confiné, etc. Non, je n'ai jamais travaillé autant que ce que j'ai travaillé là, 7h du matin à 7h du soir. Mais je me suis dit, waouh, cette épreuve, je vais en faire effectivement un challenge, un défi. Je vais m'en servir. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Après, je ne parle pas, bien entendu, des personnes qui sont dans les maisons de retraite, bien entendu. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir aussi toute sa tête, tout son corps, etc., pour pouvoir œuvrer encore tout son corps. Quand on est confiné, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, il y en a plein qui ont acheté des programmes de sport pour se remettre au sport dans ce confinement. Donc, une épreuve, on peut toujours en faire un défi, mais faut-il encore avoir la volonté de le faire? Parce que c'est aussi très facile de se mettre sur le canapé, comme je l'ai dit, devant Netflix toute la journée, avec des paquets de biscuits et de rien faire. Mais ça, c'est la responsabilité à chacun. On ne peut pas prendre une personne par la main et lui dire maintenant bouge-toi. C'est vraiment à partir du moment où on est adulte, c'est à nous de le faire, d'aller vers son plus grand bien. Je crois que quand on ouvre cette porte, pour moi, tous les miracles peuvent se produire. Magnifique. Alors, on va laisser la parole aux personnes qui nous écoutent. Donc, vous avez conversé, petite icône converser. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. D'accord, j'appuie sur converser aussi. Si tu veux, tu peux appuyer. On va voir s'il y a des personnes. Alors là, je mets mes lulus. Parce que c'est écrit en petit. C'est écrit en tout petit. Donc, on ne vous entend pas, le son est coupé, donc c'est vraiment passer par l'écrit et puis je lirai les questions ou Yannick lira les questions et répondra. Donc, pour l'instant, je ne vois rien, je vois merci. Alors, moi, j'ai eu une question, on parlait de maladies. Quel est le sens des maladies pour toi et est-ce qu'on peut déprogrammer toutes les maladies? Là, il y a quelqu'un qui a envoyé, lui, il a le diabète, par exemple. J'adore cette question. Est-ce que, voilà, c'est sa question, est-ce qu'il peut déprogrammer son diabète?
Alors déjà, il faut déjà savoir, et c'est ce que j'apprends moi à mes praticiens dans mon école, praticiens que je forme, quelle est toujours la part de physique et la part de psycho-émotionnel dans une pathologie. Pourquoi? Parce que l'action ne va pas être ciblée du tout de la même manière. Je m'explique. J'ai eu un ostéopathe qui est venu donc me consulter au moment où je consultais encore et qui avait une sclérose en plaques. Jeune, hein, 30 ans, sclérose en plaques. Je teste son pourcentage de physique et de psycho-émotionnel et sa pathologie, sa sclérose en plaques, est à 98% physique. Et là, à partir de là, donc moi, j'ai, comme en kinésiologie, une liste de fichiers que je teste en bioénergie et il me tombe vaccin. Je lui dis, vous avez fait un vaccin avant que ça démarre, votre truc? Il me dit, il regarde, hein, il me dit, ouais, il y a 2-3 ans. Effectivement, avant, comme il travaillait à l'hôpital, il a fait l'hépatite. Et donc, déclenchement de sa sclérose en plaques. Là, moi, j'ai pas pu faire énormément au niveau de la bioénergie quantique. Je l'ai envoyé chez un homéopathe qui a travaillé son vaccin, mais sur des mois et des mois, hein, avec des dilutions homéopathiques. Et c'est quelqu'un maintenant qui va bien. Ça a mis une séance pour détecter d'où venait sa sclérose en plaques. Je ne l'ai pas vu plus. À côté de ça, j'ai une autre personne, dans le même temps, c'est ce qui m'a frappé, qui a eu une sclérose en plaques. Elle a déclenché une sclérose en plaques parce que son mari était un mari volage. Donc, j'ai testé, elle était à 90% psycho-émotionnelle, sa sclérose en plaques. Elle a déclenché une sclérose en plaques. Son mari était volage. Et au niveau, je dirais, de son inconscient, elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de tomber malade pour que son mari, qui quelque part, elle sait très bien qu'il ne la laissera pas tomber si elle est malade, reste avec elle. Elle a compris ça, on a cheminé avec son mari, on a cheminé avec elle, sa sclérose en plaques va mieux. Donc vous voyez que sur une même pathologie, je n'ai pas du tout employé le même moyen ni la même voie d'accès. Donc il faut déjà toujours déterminer si la pathologie, elle est à tant de pourcents effectivement physique ou tant de pourcents psycho-émotionnel. Par exemple, pour un diabète, si le diabète de ce monsieur est, je dirais, à 80% psycho-émotionnel, ça ne sert à rien qu'il se prenne le chou euh, avec une alimentation qui va être dogmatique, etc., etc. Chose que je ne dirais pas si le diabète est à 90% physique, c'est-à-dire vient de son alimentation. Vous voyez? Donc, dans toute maladie, il y a toujours une part de psycho-émotionnel, aussi infime soit-elle, mais si la pathologie est, je dirais, à 95% physique, le psycho-émotionnel, je ne vais pas le prendre en compte. Là, un des derniers patients que j'ai fait, c'était quelqu'un qui avait effectivement des problèmes cardiaques. Et il s'est avéré que sa pathologie était à 100% physique. Je teste, est-ce que c'est au niveau du cœur? Ça me dit non. Je teste le corps, est-ce que c'est au niveau des dents? Ouais. Et en fait, j'ai dit, allez chez votre dentiste, vous faites un panoramique dentaire. Et là, il s'est avéré qu'il avait 2 méga foyers infectieux au niveau des dents. Donc, il se fait arracher les dents, il s'est fait nettoyer l'os, etc., etc. Il y a eu tous les soins dentaires, son problème cardiaque a disparu. J'aurais pas du tout eu la même attitude si son problème cardiaque avait été à 100% psycho-émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui veut être trop performant dans sa vie, qui se repose jamais, qui est toujours au taquet, qui se ménage pas, etc. Donc là, pour le monsieur, je dirais effectivement, il faudrait se rapprocher d'un bioénergéticien quantique qui teste déjà effectivement quelle est la part de physique et quelle est la part de psycho-émotionnel. Et à partir de là, le bioénergéticien dresse une cartographie des actions précises qu'il faut faire par rapport à cette pathologie. C'est pour ça que je me méfie un peu du décodage biologique, même s'il y a une bonne base, mais ramener du psycho-émotionnel de partout, pour moi, c'est pas juste. Parce que quelqu'un qui va bouffer toute sa vie comme un chank, qui va fumer, qui va boire, etc., il peut tout à fait se déclencher une pathologie du foie qui n'est pas du tout psycho-émotionnelle. C'est comme ça que vous avez des gens qui ont un diabète, par exemple, parce qu'ils mangent gras, ils mangent des produits laitiers, du fromage, etc. Et vous en avez, ils mangent un haricot vert, ils se font un diabète. C'est les gens qui fabriquent leur diabète. Eh bien, on sait qu'à la base, il n'y a pas du tout la même chose. Les personnes qui ont un diabète, je dirais, qui se le fabriquent, d'accord, c'est pas le diabète, c'est sur le cholestérol, pardon. Autant pour moi, c'est sur le cholestérol. Qui fabriquent leur cholestérol, eh bien, ces personnes-là, il faut qu'elles soient dans la joie de vivre. Alors que les personnes qui ont trop de cholestérol, parce qu'elles bouffent mal, je dirais, chez elles,
la joie de vivre passe trop par la nourriture. Mm. C'est pas du tout le même conflit, en fait. Ouais. Et donc, c'est toujours très difficile de dire, voilà, un diabète, c'est ça. Une fibromyalgie, c'est ça. Non, parce qu'on ne considère pas une maladie. On considère un individu qui fait l'expérience d'une maladie. Moi, la maladie en tant que telle, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'individu qui expérimente cette maladie. Alors que quand on dit en décodage biologique, le diabète, c'est un conflit de résistance. La fibromyalgie, c'est ça. Là, on ne considère pas l'individu, on considère la maladie. Et pour moi, ce n'est pas une attitude qui est OK. On doit considérer l'individu. Et sur une même maladie, je peux vous assurer, on prend la même maladie, on aura 10 approches différentes sur la même maladie. Quand on aura compris ça, quand la médecine aura compris ça, je pense qu'elle fera un grand pas, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit une cause physique ou émotionnelle, ça se déprogramme pour toi? Ça se déprogramme à partir du moment, effectivement, où le corps, l'information, on peut toujours la déprogrammer. L'information, c'est de l'information, d'accord? Ensuite, une fois que l'information, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a la trinité. Information, énergie, matière. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un a l'idée de fabriquer ce verre, il y a l'information qui est venue de fabriquer ce verre. On a pris des ustensiles qu'il fallait, du sable, du feu, pour fabriquer ce verre. Donc, on a mis l'énergie, et l'énergie a matérialisé ce verre. D'accord? Donc, on a toujours information, énergie, matière. L'information, on peut toujours la changer. Faire venir l'énergie sur la zone malade, on peut toujours le faire. Par contre, est-ce que le corps est encore en état de se réparer? C'est là où, quand il y a une pathologie physique, c'est plus difficile à pronostiquer quelque part. Moi, les gens me disent, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Oui, je peux faire, mais ça ne veut pas dire que vous allez guérir de ça. Je prends l'exemple de mon ami avec qui j'ai fait un livre sur la gynécologie, sur les femmes qui tombent pas enceintes. C'était un gynécologue. Il a eu un cancer de la vessie et en fait, il a compris que son cancer de la vessie lui avait permis d'avoir un essor spirituel, un éveil spirituel qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas eu ce cancer de la vessie. Mais en fait, son corps avait tellement été affaibli par la chimiothérapie que son corps n'était plus en état de réparer les dégâts qu'il y avait. Et en fait, il n'est pas mort du cancer de la vessie, il est mort parce que le foie était complètement fusillé. Donc dire à quelqu'un, oui, je vais te guérir, mais c'est impensable, on ne peut pas dire ça. Oui, je vais travailler là-dessus, parce que je peux travailler dessus. Je peux t'aider à comprendre, je peux t'aider à cheminer, je peux t'aider à voir les choses d'une autre manière. Mais te dire que je vais guérir, ça, mais je ne l'ai jamais prononcé de ma vie, je ne le prononcerai jamais, parce que je ne suis pas devin, et on n'a pas à dire ça. Ça peut être criminel de dire à quelqu'un, tu vas guérir. Là, l'autre fois, j'ai vu passer un célèbre intervenant qui fait passer une méthode, comment tout guérir. Mais moi, j'ai des cheveux qui se dressent comme ça, comment tout guérir? Non, non, on ne peut pas tout guérir. Si j'avais pu, j'aurais guéri mon pote qui avait le cancer de la vessie. D'accord? J'aurais dit, fais pas ta chimio, etc. À aucun moment, je lui ai pas dit, je lui ai dit, fais pas ta chimio. C'était son chemin, son initiative. Donc, on peut agir sur tout, mais je dirais, non, on ne peut pas tout guérir. Parce que c'est facile après coup, quand la personne est morte, de dire, ouais, mais s'il n'avait pas fait de chimio, il serait encore là. T'en sais rien. Ouais. On ne sait strictement rien. On ne sait pas du tout. Et peut-être qu'il fallait qu'il passe par cette maladie et qu'il meure de cette maladie pour pouvoir rejoindre des plans spirituels plus élevés. Peut-être, je ne sais pas. Mais donc, travailler sur tout, oui, c'est possible. Comprendre pourquoi, mais de là à ce que ça puisse tout résoudre. Moi, j'ai beaucoup de patients, et je veux dire, je ne vais pas crier comme mes victoires, j'ai beaucoup de patients qui sont venus voir pour des cancers, ils sont partis avec leur cancer. Ils sont partis de leur cancer. Comme à côté de ça, il y en a plein qui sont venus me voir avec des cancers, eh bien, le cancer, ça a été fini. Mais parce qu'il y a une histoire propre à chacun. J'ai une personne qui me contacte dernièrement en me disant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? C'est mon 6e cancer. Si elle n'est pas partie aux 3 premiers, aux 4 premiers ou aux 5 premiers, c'est que vraiment l'univers, là, il lui dit, tu as quelque chose à comprendre. Donc, elle chemine avec un des praticiens vers qui je l'ai envoyé, et elle comprend pourquoi elle a fait ces 6 cancers, mais parce que c'est pas quelque part, entre guillemets,
son destin de partir. Sinon, il y en a qui partent dès le premier cancer. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, dire à quelqu'un qu'on va le guérir, quand on est honnête avec soi-même et avec la personne, c'est impossible à dire. Ouais. Alors, il y a une autre question. Comment on demande au double quantique d'agir exactement? À partir du moment où on a repéré précisément ce qui est comme programme, je dirais, invalidant. C'est quelque chose qui est difficile à faire soi-même. C'est-à-dire, on peut aller voir dans son enfance ce qui nous a marqué. On peut peut-être conscientiser la mémoire d'une grand-mère, d'un grand-père. Mais aller voir dans ses vies passées et aller voir exactement quel est le nombre de programmes qui vous ennuient et à quel moment ils se sont faits, ça, c'est hyper dur à faire. C'est hyper dur à faire. Moi-même, je ne le fais pas pour moi. Je demande à ma compagne qui est bioénergéticienne de le faire pour moi parce que c'est toujours difficile d'être dans la neutralité par rapport à ses propres programmes. Et le double quantique va pouvoir agir de façon très efficace que dans la mesure où on lui cible précisément les programmes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au double quantique, vas-y double quantique, nettoie tout ce que je veux plus dans mes programmes. Et non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et moi, si je devais retenir une phrase de la Bible, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que c'est vraiment à nous de faire le premier pas. Et c'est pour ça qu'il y a l'utilité des thérapeutes. Parce que sinon, on dirait tous à notre double quantique, vas-y, guéris-moi tout ce qui n'est pas adéquat en moi. Non, on a besoin d'un effet miroir. C'est-à-dire, on a besoin d'un thérapeute qui nous dit, est-ce que tu n'aurais pas cette croyance-là qui fait que ça ne va pas chez toi? Est-ce que tu n'aurais pas cette rancœur-là vis-à-vis de tes parents qui fait que, effectivement, il y a ça qui perdure dans ta vie? On a tous besoin de quelqu'un qui, à un moment donné, va nous dire, tu as un morceau de salade qui est coincé entre les dents. C'est exactement ça. Et donc, on a besoin d'un effet miroir et on a besoin d'une personne, d'un thérapeute, d'un bioénergéticien, d'un psychopraticien, etc., qui va nous aider à cheminer. Les plus grands de ce monde, les plus grands sportifs de ce monde ont tous un ou plusieurs coachs qui va leur faire des feedbacks, en fait, de comment ils fonctionnent. Et on a tous besoin d'un feedback de quelqu'un d'extérieur, qui peut être un thérapeute ou un membre de la famille, etc. Mais le double quantique ne peut agir que dans la mesure où, effectivement, on a ciblé que c'était tel programme, tel programme, tel programme qui doit être désactivé. Et à partir de là, connecter au double quantique, c'est très facile, puisqu'il se connecte à partir de notre champ du cœur, comme j'ai dit, qui était 5000 fois plus puissant. Il ne se connecte pas ici. Il se connecte à partir de la force du cœur, le double quantique. Voilà ce que je peux en dire. Ok, je pense que c'était par rapport à ce que tu avais dit précédemment, où tu avais dit on se met une petite musique de relaxation. Quand on a repéré, effectivement. Alors, effectivement, je reviens là-dessus parce que c'est juste. Si par exemple, j'ai conscience de quelque chose qui me limite, vraiment, parce que je sais que à 3 ans, mais je me souviens comment elle miche cette nounou là, et je me souviens des violences qu'elle faisait sur moi. J'en ai conscience. Et je sais que là, quelque chose, ça a déclenché quelque chose en moi. J'en ai la conscience. Là, vous vous posez. Là, vous mettez une musique. Là, vous vous connectez à votre cœur, mais vraiment à votre cœur. C'est-à-dire que vous ramenez toute votre conscience dans le cœur. Vous quittez votre tête. Alors, comment on se connecte à son cœur? D'où l'intérêt de se laisser porter par cette musique qui va nous amener à ramener la conscience au niveau du cœur. On va se mettre dans un état de calme comme ça, et en imaginant, voilà, je me place dans mon cœur, j'ai toute ma conscience ici. Je peux même poser mes mains ici, voilà, et même peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir ce qu'on appelle la larme de gratitude. Je sens que je vais être parcouru d'un frisson comme ça. Ça y est, je le sens là. Ah ouais. Là, vous voyez, quand je le fais là, moi je suis dans mon cœur, j'ai des frissons, ça y est. Pour moi, le signe, c'est quand j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Voilà, là j'y suis, je me suis mis dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je vais demander à mon double quantique, nettoie cette mémoire. Et là, je laisse faire. Et c'est magique. Je peux vous assurer, c'est magique. Mais à partir du moment où on a connecté la mémoire, le seul problème à cette pratique, c'est que si par exemple, à l'origine de mon problème, de ma maladie, de mon absence de couple, de mes faillites incessantes, de mon manque d'argent, j'ai 5 mémoires, mais que j'en ai qu'une de consciente, je vais pouvoir nettoyer moi que celle dont je suis conscient. Mon double quantique ne va pas nettoyer celle dont je ne suis pas conscient.
je vais avoir besoin de quelqu'un qui va nettoyer les autres. Et c'est génial, si déjà on peut nettoyer une, eh bien, on va donner moins de puissance à ces programmes-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire soi quand on a conscience de quelque chose qui est encore là, qui on sait que c'est pas dénoué encore. On sait que c'est pas dénoué. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très facile. Je répète le processus, je m'installe, je me prends une demi-heure, vraiment que pour moi, c'est mon moment à moi. Je choisis une musique où vraiment je sais qu'elle va me permettre de me connecter à mon cœur, vraiment. Alors évitez les musiques trop trash, bien entendu. Vraiment une musique qui va vous amener dans une méditation. Ça peut être des musiques de nature. Et vous sentez et vous venez dans votre conscience du cœur jusqu'à avoir ce frisson. Une fois que vous avez le frisson, peut-être la larme comme ça, où vous sentez que vous êtes là, vous demandez à votre double quantique, vous demandez à votre moi supérieur, vous demandez à votre moi spirituel d'aller nettoyer cette mémoire. Vous restez vraiment sur cette mémoire-là, sur les 3 ans, là, quand j'ai été placé chez la nounou, ok. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça y est, c'est nettoyé. Et je peux vous assurer que quand c'est nettoyé, c'est nettoyé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller le nettoyer 10 fois, 20 fois. C'est nettoyé. Ce fichier-là, il est fermé. Par contre, s'il y avait 5 mémoires, dont 4 dont vous n'êtes pas conscient, il y a encore 4 fichiers qui sont ouverts. Mais ceux-là, comme je l'ai dit, ça sera très difficile, voire quasi impossible d'aller les voir par soi-même. Ou alors, il va falloir faire des stages en pagaille, etc. Non, vous allez voir un bioénergéticien quantique, il va vous repérer les dossiers qui ne sont pas OK, il va nettoyer ces fichiers-là, et il va vous dire, voilà, maintenant, toi, tu dois acter de cette manière-là. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, ça y est, je l'ai vu, Barca, j'ai plus rien à faire, je vais avoir l'abondance. Non, du tout. Tu veux l'abondance, mets-toi en chemin vers l'abondance. C'est-à-dire peut-être qu'il t'a fait remarquer que tu avais un mauvais rapport avec l'argent. Peut-être qu'il t'a fait remarquer que réussir pour toi, c'était te mettre en péril dans ta famille. Peut-être qu'il t'a fait remarquer qu'il y avait des mémoires de faillite dans ta famille. OK. Donc maintenant, tu vas te mettre en chemin, tu vas t'autoriser à pouvoir être rejeté, effectivement. Donc il y a tout un travail qui va se faire derrière de se mettre en marche. C'est pas parce qu'on voit un praticien qu'on n'a rien à faire derrière. Hein. Bien entendu. Alors, autre question, peut-on faire une déprogrammation à distance? Oui, tout à fait. Et je dirais que ces déprogrammations à distance, moi, je suis devenu de plus en plus fan. Pourquoi? Parce que quand on travaille à distance, le champ mental de la personne n'est pas là. Le mental de la personne n'est pas là. Et le soin à distance, moi, dans mon école, il se pratique comme ça. Les praticiens ne disent pas le jour auquel ils vont officier. C'est pas comme un soin énergétique. Il ne faut pas confondre le soin en bioénergie quantique, qui est un soin informationnel, avec un soin énergétique. Un soin énergétique, la personne elle a besoin d'être posée, relax. C'est-à-dire qu'on va envoyer de l'énergie à distance. D'accord? Donc, c'est comme on fait, par exemple, pendant le Reiki. La personne est allongée, ça peut se faire à distance. Et pendant une demi-heure, on imagine qu'on pose les mains sur la personne et l'énergie reçoit la personne. Et pour recevoir cette énergie, elle a besoin d'être posée. Le soin en bioénergie, l'énergie, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire passer une énergie. On cherche juste à faire modifier une information. Et c'est comme si la modification de l'information, elle était instantanée. Je m'explique. Vous envoyez un mail, d'accord? Le mail est parti. L'ordinateur de la personne est fermé. C'est-à-dire que cette personne, elle est allée bosser. Elle est en voiture, elle fait ce qu'elle a à faire dans sa vie. Donc je dis, l'ordinateur, il est fermé. Mais dès qu'elle va ouvrir l'ordinateur, c'est-à-dire qu'elle va se poser, eh bien, elle va recevoir son mail. Et si elle ouvre son ordinateur 5 jours après, elle recevra le mail. C'est-à-dire que le soin en bioénergie, comme ça, l'information peut rester, je dirais, en transit le temps que la personne se pose. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin qu'elle soit posée au moment où le soin est fait. D'où on n'a pas besoin qu'elle soit consciente du moment où ça va se faire. Mais la plupart du temps, les gens nous disent vous m'avez pas fait le soin il y a 3 jours là? Si, je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait alors que ce n'était pas un soin énergétique, c'était un soin au niveau informationnel. Mais comme je l'ai dit, l'information engendre une circulation d'énergie, en fait.
Ok. Donc, le soin à distance, moi, pour ma part, c'est ce que je préfère parce qu'effectivement, le questionnement que la personne elle a n'est pas là. Et je dirais les programmes qui sont dissonants sont beaucoup plus facilement accessibles quand la personne n'est pas là. Autre question, quel type de thérapeute peut-on aller consulter pour la déprogrammation? Est-ce que c'est des bioénergéticiens? Alors, je peux conseiller que les élèves que j'ai formés. Voilà. Quand j'étais kinésiologue, je travaillais aussi avec des kinésiologues parce que je travaillais d'une certaine façon en kinésiologie. J'ai appris certaines façons de travailler en kinésiologie que ne connaissent pas tous les kinésiologues. Moi, je ne pourrais conseiller que les élèves que j'ai formés. Pourquoi? Pas parce que je suis chauvin, parce que je sais ce que je leur ai enseigné et je ne sais pas comment les autres travaillent. Alors, il y a des personnes qui travaillent très très bien, mais c'est évident, mais je ne les connais pas personnellement. Je ne peux pas envoyer quelqu'un si je ne le connais pas personnellement. À côté de ça, j'ai un élève qui vient faire ma formation à bientôt. Il me dit, je ne peux pas attaquer votre formation. Je dis, pourquoi? Parce qu'il me dit, je viens de recevoir 28 soins. OK, 28 soins en combien de temps? En 2 ans, en 3 ans? Non, il me dit en 15 jours. Là, moi, j'ai mis des doutes. Je dis, c'est-à-dire que la personne vous a fait payer 28 soins. Ouais, j'ai payé 28 soins. 28 fois 50 euros en 15 jours. Je ne peux pas envoyer, moi, comme ça, chez les personnes. Je sais que les praticiens que j'ai formés ne travailleront pas comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il y en a déjà à La Réunion ou pas? Il y a des personnes qui sont en train de se former. Il y en a une qui est bientôt prête, tout à fait. Voilà, Chantal, elle paraîtra bientôt dans mon site quand elle sera validée. Et là, il y a 3 personnes de la Réunion qui sont en train de se former. Donc, la Réunion va être pourvue de bioénergéticiens quantiques et ça va être génial. Bon, ben voilà. Donc, on a répondu, je pense, là, à toutes les questions. Après, à côté de ça, il y a de très bons thérapeutes, bien entendu, qui peuvent déprogrammer plein de programmes, bien entendu. Je ne dis pas que seule la bioénergie quantique peut le faire. Attention. Il y a d'autres pratiques, comme j'ai dit, qui peuvent travailler sur ces mémoires-là. Le gros avantage que je trouve à la bioénergie quantique, non pas parce que je l'ai créée, mais parce que c'est aussi le reflet de mon parcours, c'est qu'elle peut s'adresser à l'expérience de vie, c'est-à-dire de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, à ma référence de vie, c'est-à-dire de ma conception jusqu'à ma naissance, à ma généalogie, remontée sur 7 générations, et ensuite à mes vies passées. Et en fait, on a une lecture comme ça globale de toute la ligne du temps. Et c'est comme je vous ai dit, s'il y a 4 effectivement points à nettoyer sur cette ligne du temps, la bioénergie va permettre d'y aller rapidement. En 1 ou 2 séances, on sait où sont ces 4 points. On n'a pas besoin d'aller voir un psy qui va travailler sur effectivement notre expérience de vie, un psychogénéalogiste qui va travailler sur ma généalogie, quelqu'un qui fait des régressions de vie passée, qui va travailler sur les vies passées. On a une lecture très rapide, parce qu'effectivement, c'est le compile de tout ce que j'avais vu par double quantique qui a une intelligence infinie et une puissance illimitée. Ok, et alors, il y a une dernière question. Comment se former? Comment se former? Alors, soit en présentiel, les cours sont à côté d'Avignon, voilà, soit à distance. À distance, comment ça se passe? C'est sous forme de vidéo, sous forme de PDF, sous forme d'audio, sous forme de Skype. C'est-à-dire qu'il y a un suivi personnalisé de l'élève, du futur praticien, d'accord? C'est une formation à la carte, quelque part, qui fait qu'on va respecter le rythme de la personne. Dans une formation en présentiel, eh bien, on respecte le rythme du groupe. On avance avec le groupe. Là, il y a son avantage et son désavantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émulation du groupe, mais il y a le fait de pouvoir suivre aussi son rythme. Et c'est comme ça que je forme des personnes en Australie. Il y en a une en Russie, au Canada, aux États-Unis. Il y en a 3 à La Réunion, un peu de partout, comme ça, j'oublie, hein, en Guadeloupe. Voilà. Parce qu'on peut se former aussi à distance. Donc, la formation en présentiel, eh ben, elle a l'avantage, effectivement, d'être immergée dans un groupe. Donc, c'est aussi tous les échanges. D'accord? Elle dure 1 an presque et demi. La formation en présentiel, à distance, elle peut être plus courte, parce que la personne a son rythme aussi. Il n'y a pas les échanges de groupe.
Mais c'est une formation qui est vraiment à la carte, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas face à des vidéos où il n'y a pas d'échange. Moi, j'ai eu beaucoup de formations comme ça. Non, moi, je valide les choses en temps voulu, en heure, en disant ça, c'est acquis, ça, c'est pas acquis. Voilà. Donc, il y a possibilité de se former de deux manières. Ok. Est-ce que tu connais Kishori Erd qui travaille en Oui, déprogrammation? j'ai eu travaillé effectivement quelques temps avec je commande, etc., etc. C'était une belle technique. Je dis c'est une belle technique. Euh, j'ai vu aussi les miracles qu'il pouvait y avoir avec. J'ai vu aussi les limitations. J'ai pris en compte effectivement ces limitations dans la création de la bioénergie quantique. Voilà. Mais c'est une technique qui marche très bien. Ça a maintenant 20 ans, hein, Oui. Kishori Erd. Mm, C'est mm, quelque chose de. Et elle a ouvert une voie. C'est comme le Reiki hein, qui a ouvert une voie. Il y a plein mm, de techniques qui ont ouvert une voie. mm, Euh, et il faut savoir que c'est comme en informatique. Il y a eu des ordinateurs il y a 20 ans, il y a des ordinateurs actuels. Et la bioénergie, elle ne cesse de s'enrichir. C'est comme les programmes en informatique, ils ne cessent de s'enrichir et d'aller de plus en plus vite, sont de plus en plus puissants. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'ère du Verseau qui veut ça. Et donc, moi, j'ai toujours un immense respect pour Maître Usui, pour Kishori, pour tous les gens qui nous ont enseigné. Mais à un moment donné, il faut savoir sortir, entre guillemets, de ces techniques-là, les garder, mais les enrichir. mm. Les enrichir vraiment. Super. Bon, ben, très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live. Merci aux personnes présentes. Merci à toi, Yannick, pour ce Merci, live. c'était un grand plaisir. Tu reviendras certainement bientôt à La Réunion aussi pour Oh, oui, proposer des oui, oui. formations. Donc, pour les personnes Si on n'est pas intéressées, reconfiné n'hésitez d'ici pas. là, je viens. Bon, ben voilà. Donc, on programmera tout ça. En tout cas, mille merci et à bientôt. À bientôt. Merci à À vous. bientôt. Merci, merci.